Si je compare ma situation avec leur situation pendant le COVID, on est complètement dans deux mondes. Là. Tu vois les états financiers avec des gros up and down. Donc, ça a dû être vraiment, vraiment difficile à gérer. J'avais juste un seul local, moi, qui n'était pas en opération. Donc, ça a été plus simple pour nous. Puis de l'autre côté, on faisait beaucoup, beaucoup d'argent pendant cette période-là. Donc, on a mis ça sur la glace, puis on a recommencé à se parler fin 2021, début 2022. C'est là qu'on a fait un offre d'achat. Mais lui était tellement tanné de tout ce qu'il avait vécu pendant le COVID qu'il était prêt à vendre au complet. Donc, nous, on a fait un offre pour acheter l'entreprise au complet. Philippe Vachon, tu es président et cofondateur de l'entreprise Mes Bobettes, une organisation qui se spécialise dans les caleçons pour hommes. En 2021, tu étais venu sur le podcast et on avait discuté ensemble de la belle croissance de ton entreprise, mais en 2023, les choses ont grandement accéléré de votre côté. Vous avez depuis ouvert des magasins, fait l'acquisition de caleçons bon goût et votre organisation est maintenant considérablement plus grande qu'avant. Philippe, bienvenue sur le podcast. Ça me fait plaisir d'être là, Antoine. Et Philippe, pour les gens qui n'auraient peut-être pas écouté le premier épisode qu'on a fait ensemble, d'ailleurs, on mettra un lien dans les notes de l'épisode, est-ce que ce serait possible pour toi de bien expliquer à notre audience qu'est-ce que Mes Bobettes? Mes Bobettes, c'est une entreprise qui existe depuis 2010. On est spécialisé dans la vente de sous-vêtements pour hommes et la fabrication. Donc, évidemment, on fait affaire avec des agents manufacturiers. On fabrique en Asie, mais c'est nos marques. Donc, on a les marques de commerce, on a des brevets. Donc, on est vraiment considéré comme un fabricant, mais je n'ai pas d'usine. Donc, nous, on fait juste du business to consumer. Donc, on ne fait pas de vente, exemple, à des chaînes comme Simon, des choses comme ça. Donc, tous les produits qu'on fabrique, on les vend dans notre réseau. Actuellement, l'entreprise génère proche de 7 millions en revenus. Puis, on a 13 succursales physiques, donc principalement sur l'île de Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord. On a notre flagship qui est à Sherbrooke, parce qu'on est une compagnie qui est basée à Sherbrooke. On a un magasin à Trois-Rivières et on est en train d'ouvrir aujourd'hui Drummondville. On a ouvert Chicoutimi la semaine passée et on ouvre Victoriaville avant la fin du mois de novembre. Et c'est très différent de ce qu'on avait en 2021. Je me rappelle en 2021, bon, c'était très orienté vente en ligne. On était encore dans la COVID. Donc, il y avait ce boom artificiel-là un petit peu qui s'était créé dans plusieurs différentes catégories. Force est d'admettre, Philippe, que 2 ans plus tard, les choses ont drôlement changé si vous avez 13 succursales. Effectivement, ça a beaucoup changé. Moi, j'ai fait partie des privilégiés là, qui ont eu le boom artificiel. Comme tu dis, je pense qu'on ne peut pas dire mieux. Moi, j'étais habitué de faire affaire à avoir beaucoup d'adversité dans la vie. Puis pendant le COVID, tout est devenu facile. Donc, on a monté à 3,2 millions de chiffre d'affaires, notre meilleure année à vie. Puis je me souviens, j'ai eu la réflexion en me disant, voyons, c'est ça qui se passe, là, tout commence à être facile. Puis là, tu penses que être entrepreneur, c'est ça, à un moment donné, tout devient facile. Tu vois les gens réussir autour de toi, puis tu es comme, OK, ça doit être facile à un moment donné. Puis finalement, ça n'a pas été long là, que l'adversité a recommencé là, quand on a vu le prix des containers exploser, l'approvisionnement qui était difficile, on se battait pour avoir notre stock. Mais les ventes étaient là. Les gens achetaient n'importe quoi. Encourager les entreprises québécoises, c'était vraiment incroyable. Puis à l'époque, on avait seulement un magasin qui était un magasin physique à Sherbrooke. J'avais déjà tenté d'ouvrir d'autres magasins parce que notre magasin Sherbrooke fonctionnait très bien, mais ça avait été un échec. Je n'étais pas rendu là à l'époque. On parle de 2016-2017, puis je n'étais pas manufacturier encore. Je n'avais pas des bonnes marges. C'était pas super, c'était pas un bon timing. Puis là, juste avant la COVID, 3 mois avant, nous, on était très proche de l'entreprise Caleçon Vos Goûts, qui avait, lui, des magasins et qui était fabricant. Puis il nous avait invités en Floride, puis il nous avait expliqué qu'il voulait nous vendre une bonne participation de son entreprise parce que le monsieur allait avoir début soixantaine, puis il voulait commencer à laisser aller des actions dans sa compagnie. Puis ils nous avaient fait un prix, puis on était super intéressés parce que on pouvait vraiment bien optimiser les deux entreprises ensemble, couper des dépenses, probablement augmenter des revenus. Donc, on voyait ça d'un bon œil, nous, d'augmenter de cette façon-là. Surtout avec lui à nos côtés, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup de moyens financiers. Puis, ce qui est arrivé, c'est que là, la COVID a frappé. Donc, c'était pas le temps d'investir dans le commerce de détail physique. Si je compare ma situation avec leur situation pendant le COVID, on est complètement dans deux mondes. Là. Tu vois les états financiers avec des gros up and down. Donc, ça a dû être vraiment, vraiment difficile à gérer. J'avais juste un seul local, moi, qui n'était pas en opération. Donc, ça a été plus simple pour nous. Puis, de l'autre côté, on faisait beaucoup, beaucoup d'argent pendant cette période-là. Donc, on a mis ça sur la glace, puis on a recommencé à se parler fin 2021, début 2022. C'est là qu'on a fait un offre d'achat. Mais lui était tellement tanné de tout ce qu'il avait vécu pendant le COVID qu'il était prêt à vendre au complet. Donc, nous, on a fait un offre pour acheter l'entreprise au complet. Mais bon,
Comment ça s'est passé? Parce qu'habituellement, des transactions, des achats, ça se déroule rarement comme les gens pensent que ça se déroule. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a une offre de départ, il y a une offre à la fin. Peux-tu nous expliquer un petit peu comment tout ça s'est mis en place? On a commencé parce que le monsieur avait des actions chez Mes Bobettes, donc on a commencé par le racheter dans notre entreprise. Ça a été quand même assez facile parce qu'on vu qu'on fait de la vente en ligne, beaucoup de banques étaient intéressées à financer la transaction. On avait des multiplicateurs quand même assez élevés parce que l'entreprise, c'était au meilleur moment pour lui de vendre ses actions chez Mes Bobettes. On était à notre prime, donc nous aussi, on savait qu'on c'était le meilleur moment pour acheter, même si ça allait coûter cher. Tu en as parlé dans un podcast précédent. Pour nous, il y avait tellement de valeur d'acheter à ce moment-là. C'est le meilleur moment de le faire parce que tout va bien. Oui, ça va nous coûter cher, mais on va enfin ramasser notre propre compagnie pour avoir les deux mains sur le volant. C'est ça qui nous intéressait. Mais en contrepartie, le deal venait qu'il fallait acheter l'autre compagnie parce que là, on ne voulait pas tomber compétiteur. Ça ne faisait pas de sens qu'on le paye le gros prix, que lui servir de bord, remettre ça dans l'autre entreprise puis qu'on devienne compétiteur. On partageait des marques de commerce. Bref, tout était un peu mêlé en spaghetti dans tout ça, donc il fallait trouver une façon de le faire. Donc, chez Mes Bobettes, ça a été super facile. BDC embarqué, vente en ligne, parfait, on va embarquer là-dedans. Vous êtes fabricant, vous faites du cash, vous faites des marges, tout est là, un reprenariat, tout est beau. Mais quand ça a été le temps de trouver l'argent pour acheter chez Casson Bougou, oh là, on a frappé un mur. Il n'y a aucune banque qui Oh, veut OK. embarquer, aucune banque. Et pourquoi aucune banque veut embarquer? Bonne question. Puis c'est sûr que nous, c'est un peu compliqué parce que vu qu'on a fait ça en deux transactions, on utilise deux compagnies actuellement. Fait que c'est sûr que les banques n'aiment pas ça, voir deux compagnies Hmm. sœurs qui s'échangent l'inventaire, tu sais, puis qui peuvent avantager leur situation. Mais on n'a pas le choix parce que si on voulait y donner une garantie, il fallait utiliser une autre compagnie parce que toutes les garanties pour BDC sont dans l'entreprise Mes Bobettes. Donc, on n'avait pas vraiment le choix. Puis, je te dis, Antoine, j'ai fait le tour. J'ai parlé avec toutes les institutions financières, Investissement Québec, fonds d'action, BDC, du privé. Je suis tombé dans la pire année aussi, on s'entend. Là, moi, j'avais signé en variable. Là, les taux d'intérêt ont explosé. Je ne m'attendais pas à ça. Là. Des fois, j'entends des taux d'intérêt passer sur ton podcast. Moi, j'étais à 13% avec la BDC. Là. Ben, c'est ça. Je pense que c'est important de le mentionner à notre audience aujourd'hui. C'est pas à cause que le taux directeur du Canada tombe à 5 que les taux d'intérêt globalement sont à 5. Non, Au non, non. contraire, Non, non. chaque entreprise doit faire de l'argent. Donc, Ouais. c'est là que ça s'accumule. Là. Ouais, c'est 5% de plus que ce qui était au début. Fait qu'au début, je me souviens bien, on était à 7-8. Fait que tu rajoutes 5, tu étais à 12-13 dans ces eaux-là. Donc, moi, mon taux d'intérêt, juste pour ma transaction chez Mes Bobettes, ça a doublé. Je n'avais pas prévu ça. Là. J'avais vraiment, vraiment pas prévu ça. Puis, en plus, j'aurais pu le signer fixe. Mais, tu sais, il manquait un petit peu d'expérience à ce niveau-là. Mais en même temps, moi, j'ai 40 ans. Je suis en business depuis 2008. Même un petit peu avant, j'ai jamais vécu ça, des taux d'intérêt élevés comme ça. Donc, tu sais, je comprends dans du prêt privé d'être à 12-13 ça fait du sens. Mais avec la BDC, que tu sois à 12 imagines-tu dans le privé, on est rendu à 20-22. Fait que, tu sais, tu veux pas aller là, ça n'a aucun bon sens. Fait que, on a fait le tour, on a engagé des consultants, on a tout essayé. Puis là, ce qui devait arriver arriva. Première année, on fait la transaction. Tout notre cash flow s'en va pour rembourser la deuxième transaction parce qu'il faut payer avec notre cash flow. On n'a pas le choix. Il faut faire des profits. Ben oui, parce qu'il n'y a pas de banque. Il n'y a pas de banque. On a donné de l'argent au propriétaire, puis tout le reste est en balance de vente. Mais c'était une grosse balance de vente versus la transaction. Fait que c'est sûr que lui, il prenait un risque. Fait qu'il fallait vraiment travailler très, très fort. Puis ce qui devait arriver. On était tellement brûlés juste pour faire la transaction qu'après, on a eu le backslash tout de suite. C'était un contrat qui était mal, qui ne prenait pas en considération plein de choses de la réalité. Puis, on a eu beaucoup de difficultés à avoir notre stock. Ça a été vraiment compliqué. Fait que là, nos ventes ont descendu chez Mes Bobettes alors qu'il aurait fallu qu'ils montent. Nos ventes ont descendu de pas mal. Fait que c'était une année très difficile. On a perdu de l'argent. Ça faisait des années qu'on n'avait pas perdu d'argent. Tu as plein de frais d'avocat, tu as plein de frais de comptable, tu as plein de frais de ci, de ça. Fait que ça vient impacter ta profitabilité. Tu arrives à la banque, ils disent bon, tu as perdu de l'argent, on ne peut pas rien faire pour vous autres. Donc là, il a fallu s'auto-suffire toute l'année. Ça a été difficile. Là, honnêtement, on a regretté là, souvent là, d'avoir fait cette transaction-là parce que c'était tellement tough, on capotait. Puis, on sentait qu'on n'avait pas le contrôle sur rien. Puis nous, on a fait cette transaction-là dans le but d'avoir le contrôle. Donc, c'est ça qui est arrivé. Puis là, les mois passent, tu commences à prendre tes aises, tu commences à avoir des résultats positifs. Puis c'est sûr que là, on parlait beaucoup de contraction dans le secteur économique. Fait que là, ça faisait peur. Puis là, ce qu'on se faisait dire, c'est que nous, nos produits sont à l'épreuve de la récession. Mais tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne le sais pas. Puis là, effectivement, on a vu, là, quand on a commencé à voir, je vous dirais au printemps, notre inventaire dans notre siège social à Sherbrooke, on a agrandi nos bureaux, tout le monde ensemble, là, on a vu le vent tourner complètement. Puis là, on a commencé
une des raisons pour laquelle on a acheté cette business-là, c'est qu'il y avait 35 ans d'historique de chiffres. Fait que pour nous, on était capable de prévoir ce qui allait se passer, mais là, ça n'arrivait pas comme prévu. Puis là, à partir du printemps, on a commencé à faire des chiffres qui ressemblaient à ce qu'on devait faire, même avec des augmentations. Puis on a fait « Oh, OK, là, ça commence à être le fun ». Puis là, tout a commencé à prendre son sens. Aussi, pourquoi on a fait cette transaction-là, c'est qu'on voulait trouver une façon d'améliorer le sort de mes bobettes. Puis on s'est dit, si on a tout l'inventaire, si on a les deux mains sur le volant, sur les bons de commande, donc on contrôle tout, on pense être capable de faire plus de sous. Puis là, cette année, mes bobettes, on revient où on était, même plus fort que pendant la pandémie. Donc là, tout se place pour justement aller vers la prochaine étape. Quelques points intéressants. Tu as mentionné 7,2 millions de ventes cette année. C'est pour l'ensemble du groupe, ça? On va être autour, chez mes bobettes, on va finir autour de 3,3, 3,4. Puis CVG, ça va se ressembler un petit peu à ça. Mais là, je suis en train de faire des ouvertures. Fait que là, je pense que je vais être plus 4 millions d'un côté puis 3 millions de l'autre côté. Donc, pour l'ensemble du groupe, là, on va être autour de 7 millions là, pour l'année financière. Bon, donc 7 millions en 2021 quand tu es venu sur le podcast. 2,5? Non, je allais faire 3 millions cette année-là. Donc, on a À peu près doublé. 3. Oui, plus que doublé. Doublé. Bon, félicitations. Donc, on double une business, mais on la double de manière différente. Et c'est ça que je pense qui peut être très intéressant pour parler avec notre audience aujourd'hui. Pendant un bout de temps, on disait que tout se déroule en ligne. On a eu beaucoup de gens sur le podcast qui finalement nous ont dit, bon, vous le voyez, le commerce de détail, c'est là pour rester. Mais en plus d'être là pour rester, force est d'admettre maintenant que c'est une stratégie de croissance pour beaucoup d'organisations qui, à la base, étaient une boutique en ligne seulement. Je serais curieux de t'entendre et de bien comprendre la réflexion qui a eu lieu entre toi, David, ton associé, des gens qui travaillent avec vous, de se dire, OK, notre prochain pilier de croissance chez Mes Bobettes, c'est dans le retail que ça se passe. Oui, effectivement. Tu sais, moi, je suis un exemple parfait. Pendant la pandémie, notre magasin à Sherbrooke, quand il rouvrait, ça me levait le cœur. Je trouvais tellement ça compliqué. Maintenant, j'étais tellement habitué de gérer juste du web. C'était tellement payant. Je trouvais ça tellement le fun que quand le magasin rouvrait, ça me tentait même plus de m'en occuper. Puis j'étais comme, un paquet de troubles, loyer cher. Puis à chaque fois qu'on le rouvrait, les ventes montaient versus les années d'avant. Fait que là, je fais, oh, OK. Puis, on a commencé à mettre plus d'efforts, puis plus de réflexion, prendre vraiment plus le temps de regarder nos process, puis on a réalisé que, OK, ouais, c'est intéressant. Mais là, de prendre un magasin, d'ouvrir 2, 3, c'est assez tough. Mais là, moi, je suis passé de 1 magasin à 11 magasins. Donc, l'apprentissage a été hyper rapide. Puis, ce qu'on a fait, j'ai pas beaucoup d'overhead pour gérer cette nouvelle entité-là. Donc, on le gère pas mal avec notre équipe actuelle. Tu sais, oui, on a engagé un petit peu, là, j'ai besoin d'aide, mais j'ai pas beaucoup d'overhead, fait qu'il reste quand même pas mal d'argent. Puis quand tu le prends, tu l'isoles, chaque magasin avec le payroll, le loyer, la marge brute, tu es capable d'avoir une profitabilité par magasin. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu le vois comme ça, il y a un déclic qui se passe dans ta tête, puis tu te dis, OK, si j'en ai 50, si j'en ai 100, si j'en ai 200, ça commence à être payant. Tandis que moi, je ne calculais pas comme ça avant. Je voyais plus comme dans une entité, un site web, un ou deux magasins. Là, maintenant, je suis capable de le voir. Oui, il y a de l'overhead qui va se rajouter au fil du temps. On n'est pas niaiseux. Je suis capable de gérer comme ça 50 magasins. Mais rapidement, on a vu le pouvoir d'ouvrir des magasins. Puis aussi, ce qui se passe dans le marché, il y a des super belles opportunités dans le côté retail, briques et mortier en ce moment. Là, à Victoriaville, là, tu vas là, il y a plein de portes abandonnées. Fait que moi, je te ramasse un de ces beaux locaux. Puis nous, on n'est pas de l'école à faire des améliorations locatives à 200-300 000. Je prends des locales coquilles, je les maquille un peu, je signe des beaux de 14 mois, je fais des tests. Si ça fonctionne, après, je vais m'engager à long terme. Fait que je signe pas cher, je mets pas d'argent. Moi, j'ai du stock, j'ai presque 2-3 millions en inventaire ici. Je prends mon stock, je l'amène là-bas, je roule mon stock plus rapidement. C'est comme ça qu'on va ouvrir. C'est ce qu'on a fait à Chicoutimi. On a ramassé un beau local, pas cher. J'ai monté une équipe. On a shippé du stock, on a ouvert. On est super créatifs dans nos ouvertures. Puis c'est comme ça qu'on va faire. Tu sais, je regarde Ardennes, il y a plusieurs années, c'était tout petit, c'était pas super. Aujourd'hui, c'est rendu des beaux grands magasins. C'est un peu notre vision, un peu on veut les partir un peu plus comme low budget, puis avec le temps, on veut vraiment s'améliorer puis rester dans des marchés qui sont bons. Donc, c'est vraiment notre philosophie. Donc, ce qu'on dit, c'est omnichannel. Là, c'est un terme qu'on entend beaucoup dans le commerce de détail. Puis, on a parlé avec des grands retailers. Puis, ce qu'ils nous disent, c'est que lorsqu'ils ouvrent des nouvelles succursales dans les nouveaux marchés, ils voient les ventes en ligne autour de ces marchés-là augmenter de façon organique sans mettre de publicité. Donc, oui, tu ouvres des magasins, oui, ça coûte cher. Puis nous, on est une entreprise qui met quand même pas mal de sous en publicité sur Meta.
Donc, on veut que les magasins qu'on ouvre bénéficient par la bande de cette publicité-là. Donc, ça, c'est un autre argument qui a pesé beaucoup dans la balance pour ouvrir des nouvelles succursales, d'unifier, d'avoir une seule bannière, d'avoir plusieurs places, puis d'utiliser la publicité qui va bénéficier en magasin, en ligne. Nous, ça ne me dérange pas. Ça rentre tout dans le même portefeuille à la fin de la journée. Puis nous, ce qu'on veut, c'est agrandir la compagnie parce que ce qu'on a découvert aussi depuis la pandémie, c'est qu'on est le seul au Canada dans notre secteur d'activité. Moi, trouve-moi une business aujourd'hui qui est seul dans son secteur d'activité. Je te jure, on a de la misère à le croire. Là, on a de la misère à le croire. Justement, on l'a présenté à l'équipe cette semaine, le fameux tableau avec la croix comme ça, puis tu positionnes ta compétition. On est la seule boutique spécialisée dans les sous-vêtements pour hommes au Canada. Puis on s'est même fait dire que probablement qu'on avait un concept international qui pourrait même être en demande au niveau de l'international. Fait que nous, c'est sûr que là, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Oui, le online, c'est le fun, mais d'avoir le contact avec le client, ça amène aussi une autre vision qui est vraiment, vraiment intéressante. Donc, c'est sûr que nous, ce qu'on veut, là, c'est se positionner vraiment comme la référence au Québec, c'est l'objectif. Puis après, là, lorsqu'on va sentir qu'on a une certaine traction, une certaine maturité, on va développer en Ontario, dans le reste du pays. Nous, on veut vraiment là, ouvrir plusieurs succursales au Canada. C'est ça l'objectif. Puis dis-moi, sur les 13 succursales, combien sont mes bobettes et combien sont caleçons bon goût? Oui, c'est caleçons vos goûts. Donc, Caleçons vos ouais, goûts, c'est ça, pardonne-moi. ça aurait été bon. Bon goût aussi, ça aurait pu fitter. En fait, là, actuellement, on a on va avoir 4 mes bobettes et l'ensemble de la balance, là, c'est toutes des caleçons vos goûts. Puis, on est en train d'analyser tout ça. Puis, c'est un peu complexe parce que les baux sont faits dans l'autre compagnie sur l'autre nom. Et le concept est un petit peu différent. Caleçons vos goûts, on vend juste nos marques à nous. Fait que c'est pas mal plus payant. Tandis que chez mes bobettes, on vend toutes nos marques à nous, mais on vend aussi des grandes marques, mais que les marges sont moins bonnes. Fait que là, tu sais, il faut faire attention. Si je change mes bobettes puis je fais les mêmes chiffres, je me trouve à reculer et à perdre de l'argent. Fait qu'il faut vraiment que je mesure. Fait que ce qu'on s'est dit, c'est que peut-être qu'on allait faire des tests éventuellement sur un marché pour voir. Puis que lorsqu'on allait arriver à échéance au niveau des baux, qu'on allait prendre des décisions. Mais pour l'instant, tu sais, ça a coûté cher. On n'a pas les liquidités pour commencer à tout changer là, comme une grande bannière. On doit, pour l'instant, continuer dans ce format-là, puis voir vraiment jusqu'où on peut aller là, avant de passer à l'autre appel. Mais c'est sûr que ça fait partie de la réflexion parce qu'on pourrait bénéficier de la publicité dans tout le réseau. Fait que c'est sûr que là-dessus, on est un petit peu désavantagé, mais c'est certain que tous les nouveaux magasins qu'on ouvre, c'est tous des mes bobettes. Ça, c'est sûr et certain. Je comprends. Ouais. Ben, ça fait du sens. Puis bon, on vient un peu du même monde, Philippe, du monde des publicités en ligne, des campagnes où est-ce qu'on va chercher un consommateur pour qu'il achète directement sur notre site Internet. Donc, ce mécanisme de commercialisation-là, on le connaît. C'est quoi le mécanisme de commercialisation pour remplir des magasins? Tu veux dire remplir de clients? Oui, exactement. Comment qu'on fait, là? Comment qu'on s'y prend pour se dire, j'ouvre à Victoriaville, je veux beaucoup de gens, beaucoup de clients qui viennent à Victoriaville. Bien entendu, j'ai une conception dans ma tête, mais je serais curieux d'entendre de quelqu'un qui l'a vu des deux côtés. Bien, c'est sûr que, tu sais, eux autres, ils vont te donner un genre de pitch, là, un petit peu du centre d'achat, l'attraction, l'achalandage, tout ça. Moi, je trouve que c'est un peu de la bullshit, là, tu sais. Moi, ce que je fais, c'est que je fais des analyses basées sur... Ma force actuellement, c'est que j'ai 14 magasins. Fait que je suis capable de voir mes magasins A, B, C, puis de faire des forecasts. Puis ce que j'essaie, c'est d'avoir toujours des loyers moins chers que mon moins bon magasin pour qu'ils dégagent du profit. Moi, je veux pas de magasin qui va être à perte. Tu sais, si break-even, c'est plate, mais au moins, il contribue à rouler mon stock, il me contribue à progresser. Puis, c'est juste ça que je veux. Fait que moi, je suis vraiment, oui, on prend le temps de rencontrer tous les centres d'achat, d'écouter leur pitch. Moi, je serais pas du genre à aller dans le nouveau centre d'achat qui vient d'ouvrir, que c'est hot, que tout le monde veut être, parce que là, ils t'attendent. Là. Ils t'attendent, puis ça va coûter cher. Moi, j'aime mieux attendre qu'il y en ait un qui ferme, ramasser le local, que tout été rénové, le prendre, mettre mon enseigne, remplir. Moi, c'est plus ça notre philosophie. Fait qu'on a un peu un voyou, là, si on veut. On est un peu un profiteur qui profite de toute la situation actuellement. Je ne suis pas en mode de commencer à négocier d'avoir le meilleur local. Donc, puis on essaye, nous, de trouver toujours des locaux qui vont être dans le même genre de pied carré qu'on connaît. Mais comme tu vois, le dernier que j'ai signé, c'est le double. J'ai essayé quelque chose. Tu sais, j'ai une opportunité, le local, j'ai trouvé écœurant, c'est le double en pied carré, mais le loyer est tellement pas cher. Je me dis, c'est quoi l'impact d'avoir le double de pied carré sur ma business? J'ai hâte de voir. Fait qu'on pourra s'en reparler dans un troisième podcast. Puis, côté marketing dans un centre d'achat, en tout cas, nous, comment qu'on le voit, c'est qu'au prix que ça coûte, les centres d'achat, on ne devrait pas avoir à faire de la publicité. Il faut travailler de façon organique avec le trafic. Fait que c'est sûr que j'essaie jamais d'être dans des extrémités. J'essaie toujours d'être au centre le plus possible. Avoir un local qui est bien éclairé, qui est accueillant. C'est vraiment ça l'objectif. Moi, j'essaie toujours de me positionner proche de la Vie en Rose, la Sansa, parce qu'on a énormément de femmes dans nos magasins, parce qu'il y a beaucoup de filles qui achètent des sous-vêtements pour leur chum.
Fait qu'on essaie de se positionner là, où comme là, tu vois, Chicoutimi, je suis à côté d'un Walmart qui a une sortie dans le mail. C'est fou, de ce trafic-là, c'est incroyable. Fait que moi, je suis pas un commerce de destination, je suis vraiment une place qui va bénéficier du trafic. Les gens arrêtent 5 minutes, vont dépenser 75, 100 pièces dans ces eaux-là. C'est pas mal ça notre panier moyen. Puis le client repart, puis il continue à faire ses commissions. Puis maintenant, il nous connaît, il va porter nos produits, il va être confortable. Donc, c'est vraiment ça notre philosophie. Au début, on voulait être un commerce de destination. On a rendu compte que c'est pas ça, là. On n'est pas là. On est vraiment une place qui bénéficie du trafic. Joue dans ta catégorie. Intéressant. Puis bon, tu as mentionné un point qui est intéressant, puis ça fait écho à ce qui se déroule un peu dans l'actualité. Est-ce que tu as vu un peu ce qui se déroule avec WeWork au moment où on se parle? Tu sais, j'en entends beaucoup parler dans ton podcast. Je sais que ça va pas super bien, puis qu'il y en a qui ramassent par en arrière, là. J'ai entendu ce podcast-là aussi. Je sais que ça va Ouais. pas super bien, là. Ça va pas super bien. Puis bon, ils ont, je pense, cette semaine, donc le lundi 6 novembre, ils ont déclaré faillite au Canada puis aux États-Unis. Et en faisant ça, puis c'est pour ça que j'ai mettre ça à ton attention, on appelle ça Chapter 11 aux États-Unis. Ça leur donne la possibilité d'aller renégocier leurs baux commerciaux avec tous les propriétaires des immeubles, simplement parce que, bon, on s'entend, le marché dans l'immobilier commercial au mois de novembre 2023 n'est pas ce qu'il était au mois de février 2017. OK? Donc, ça, c'est important de le comprendre. C'est quoi la dynamique et avec ce que tu entends également dans le marché, à quel point c'est moins cher qu'avant, puis c'est avantageux et intéressant en ce moment? C'est incroyable, là. Moi, j'aurais tendance à te dire, je me demande si c'est pas 50% de rabais. Oh, wow! Mais c'est parce que les taux d'occupation sont à quoi? 20-30 dans les immeubles, là? Moi, je vois des taux d'occupation très élevés parce que les gros joueurs sont restés. Fait que les gros joueurs prennent beaucoup de pieds carrés. Fait qu'en taux d'occupation, c'est énorme. Mais ce qui se passe, c'est que tous les petits sont tous fermés. Il y a des places qu'on voit, là, les food courts, là, sont fermés au complet. Parce qu'à cause de la pandémie, les food courts, c'était tous des restaurateurs indépendants ou des chaînes. Tout le monde a fermé. Il n'y avait plus de personnel. Fait que tout est à repartir. Fait que, tu sais, si je regarde, exemple, au centre-ville à Montréal, pendant la pandémie, c'était une catastrophe. C'était nos magasins qui étaient les plus touchés, mais en ce moment, c'est les magasins qui fonctionnent le mieux. Essaie de te louer un local à Eaton Center, Complexe des Jardins, il n'y a rien à faire, c'est sold out. Donc, là, tu vois, le centre-ville, c'est un revirement de situation complètement différent, puis les prix ont monté. En région, c'est complètement différent. Eux sont en train de reprendre tranquillement pas vite, puis ils veulent des joueurs comme nous. Fait que moi, ils m'appellent, je me fais appeler partout, partout, partout. Ils veulent avoir notre concept. Fait que quand moi j'arrive puis je suis désiré, on s'entend-tu que c'est pas mal plus facile de négocier. Mais moi, tous mes baux que j'ai signés avant la pandémie, là, je te jure, je me couche puis je pense. Parce que ça n'a pas rapport les prix. Ça n'a juste pas rapport. Ça n'a plus rapport avec le marché actuel. Une chance que les ventes sont bonnes parce que ça sera encore pire la situation. Donc, c'est 50. Ben, c'est mon feeling. Est-ce qu'ils peuvent t'attendre au tournant? Parce que toi, tu as l'air de nous dire que ton modus operandi, c'est 14 mois de test, une renégociation par la suite, qui, là, j'imagine, va s'étendre sur 3, 5, 6 ans peut-être en termes de bail. Est-ce que c'est déjà mis dans l'entente qu'après les 14 mois, le prix du loyer va peut-être faire 2X, 1,4X? Est-ce que ça va rester la même chose? Je suis pas là encore pour l'instant. Moi, dans le fond, j'ai tout signé du 14 mois. Puis dans le fond, moi, je peux renégocier un bail quand je veux après le 14 mois. Comme exemple, je suis Chicoutimi, je suis sûr de mon coup. Donc, je l'ai vu tout de suite. Là, les gens nous attendaient là-bas. Donc là, c'est sûr que moi, j'ai tout avantage à renégocier tout de suite avant de commencer à avoir trop de succès. Donc, c'est sûr et certain. Moi, j'aime bien signer 3 ans parce que, tu sais, c'est difficile pour moi de signer 10 ans. Je trouve ça restreignant, mais c'est sûr que si négocier avec une place comme Carrefour Laval, que c'est un centre d'achat qui est très prestigieux, que tout le monde veut être, bien là, souvent, c'est ça que tu vas faire. Tu vas négocier au moins un 10 ans. Puis là, c'est un peu plus complexe. Mais moi, je ne suis pas rendu là. Actuellement, j'ai des baux avec Carrefour Laval, Promenade Saint-Bruno. C'est un autre prix, là. C'est beaucoup plus dispendieux, mais je serais curieux de voir aujourd'hui ce que ça me coûterait le même local. Parce que c'est plus ce que c'était. Il y a des locaux vacants, là, c'est certain. Après, c'est de voir. C'est vraiment c'est difficile pour moi de me prononcer, mais moi, ce que je vois actuellement dans les opportunités que je négocie, on est ailleurs côté pricing. Fascinant. Et bon, tu nous as parlé qu'il y a une ambition de s'installer dans le reste du Canada, dans l'Ontario, peut-être ultimement également en Colombie-Britannique. La dynamique dans ces provinces-là, est-ce que tu as déjà un petit peu regardé ce qui se déroule avec le marché ou pas encore? Pas encore. Je suis vraiment pas rendu là. Je te cacherai pas que j'en ai plein mes shorts actuellement juste à ce qu'on est en train d'essayer de faire. Là, on le fait vraiment avec notre cash flow. On n'a pas de financement externe, donc c'est super difficile. Puis, on est vraiment là... on est quasiment jour le jour. Là. On a des petites prévisions là, sur une semaine, 2 semaines, on ouvre un magasin. L'objectif, c'est d'ouvrir la grande région de Québec. C'est ça la prochaine étape. On a beaucoup d'appétit pour Québec. On sent que les clients ont de l'appétit.
Moi, je suis une marque québécoise, fière d'être québécois. Puis je pense que Québec, ça se colle encore plus que Montréal à notre marque. Puis je le vois, le Chicoutimi, les gens nous connaissaient beaucoup, beaucoup quand on a ouvert. Donc, on pense que Québec, ça va être des bons marchés, là, Place Laurier, la Sainte-Foy, la Galerie de la Capitale, c'est des incontournables pour nous. Donc là, ce qu'on veut, c'est vraiment aller chercher de l'expérience, plus de data, se construire, être plus fort financièrement. Puis peut-être, on est ouvert à ouvrir l'actionnariat aussi. Donc, si jamais on trouve quelqu'un qui voudra embarquer avec nous, là, qui amènerait pas juste de l'argent, mais un apport stratégique pour être capable d'accélérer. Parce que c'est sûr qu'à la conquête du monde, même la conquête du Canada, c'est bien excitant. Mais pour deux gars de 40 ans qui sont là-dedans depuis plusieurs années, qu'on a des moyens financiers limités, c'est sûr, on ne se le cachera pas, c'est un domaine où on perd beaucoup d'argent pendant l'année puis qu'on va faire beaucoup, beaucoup de profits dans les derniers trimestres. C'est comme ça que ça se fonctionne. Fait qu'il faut être capable d'absorber les pertes. Donc là, nous, on a réussi à le faire cette année, mais je ne cacherai pas que si j'avais des cheveux, je les aurais probablement tous perdus. Ouais. J'ai commencé à me réveiller à 4 heures du matin. J'ai commencé à avoir des symptômes physiques là, que j'avais jamais eu ma vie. Là. Donc, si je pensais que ma vie était stressante avant, c'est complètement autre chose. Les loyers, le payroll, ça a pris une proportion démesurée versus ce que je connaissais auparavant. Mais on a réussi à passer à travers. On a 18 mois de fête. Mais c'est sûr que le Canada, je ne mentirais pas, j'ai un petit peu de mentorat actuellement qui m'éclaire sur des choses, mais je ne suis pas rendu là. Il faut puis c'est pas juste ça, il va falloir que je change mon nom pour le Canada anglais. Je n'aurai pas un nom comme mes bobettes. C'est pas assez international. Ça va me prendre un nom probablement différent pour le marché anglophone. Donc, c'est gros. Je ne suis pas rendu là. Je pense que je peux en ouvrir probablement 30-40 là, encore au Québec avant de dire je m'en vais en Ontario. Mais en même temps, je veux me dépêcher parce que je veux avoir le premier coup. Là. J'ai une certaine exclusivité, puis je peux négocier des exclusivités dans les centres d'achat pour dire « t'en ouvres pas d'autres spécialisés à côté de chez nous ». Donc, c'est ça un peu notre vision des choses. C'est sûr que si on trouve quelqu'un qui embarque avec nous, on n'est pas en recherche active, mais s'il y a une occasion qui se présente, puis qu'il y a quelqu'un qui croit dans notre concept, qui amène un apport stratégique puis qu'on peut accélérer, bien là, peut-être que vous allez voir des mobobettes partout au Canada plus rapidement que prévu. Bon, ben, vous savez, eux qui écoutent le podcast, les investisseurs, les entrepreneurs qui cherchent des nouveaux projets, Philippe Vachon, facile à rejoindre sur LinkedIn, sur email. On mettra des informations dans les notes de l'épisode. J'aimerais en savoir peut-être un petit peu plus également, Philippe, sur ce qui se déroule dans votre dynamique interne. C'est-à-dire qu'on en discutait un petit peu ensemble préalablement. Vous aviez un certain nombre d'employés avant qui avaient des spécificités marketing, une intelligence pour la commercialisation, des concepteurs également pour faire des nouveaux produits. Bref, vous aviez une certaine spécialisation. Mais là, maintenant, vous êtes dans une autre type de catégorie qui semble prendre une plus grosse part de marché que ce que vous avez avec vos ventes en ligne. Comment qu'on veut redéfinir notre équipe dans un contexte comme ça? Est-ce qu'on va chercher spécifiquement des nouveaux talents dans des expertises distinctes? Quand on a fait notre premier boom, nous, on avait une croissance organique. Notre premier boom, on l'a eu en 2018 quand on a passé dans l'œil du dragon. On a comme eu une grosse croissance. Puis c'est là que ça a comme tout changé. Puis on a commencé à manufacturer aussi. Fait que là, il y avait du cash. Là, on se sentait, il y avait une grosse différence au niveau des liquidités parce que les marges étaient beaucoup plus intéressantes. Puis j'ai commencé à monter une équipe à l'époque. C'est la même équipe qui est encore là. Puis j'étais allé chercher quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience dans la chaîne Dynamite, est encore là, est rendue ma directrice d'opération. Donc, beaucoup de skills en vente au détail traditionnelle. Donc, elle a le plus changé quand elle a commencé à travailler pour nous parce que nous, on était très, très, très en ligne. Fait qu'elle a pris tout le volet réception, expédition. Puis à chaque fois qu'on ouvre des magasins, qu'on ouvre la chaîne, c'est elle qui est vraiment en contact avec tout le réseau. Donc, tu sais, c'est ça, les embauches stratégiques avaient déjà été faites. Puis moi, j'y avais dit, un jour, ça va être ça. Tu sais, fait qu'elle, elle a cru en nous. Fait que c'est super, c'est une belle histoire. Fait que c'est sûr que je vais la nommer, c'est Gabrielle. Elle prend beaucoup, beaucoup de place dans notre entreprise actuellement. Puis, dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est que vu qu'on va en ligne, toute l'équipe a été montée autour de ça. Puis c'est tout ce qui est expédition. Nous, on n'est pas en 3PL. On fait tout notre shipping de A à Z à tous les jours. On fait tout notre service à la clientèle. On fait toute notre réception. Fait que c'est la même équipe qui s'occupe de remplir. Parce que quand tu achètes une chaîne de magasins, il faut que tu les remplisses à toutes les semaines. Tu ne peux pas attendre. Fait que nous, on est tous rodés qu'à toutes les semaines, on remplit nos magasins avec la même équipe qui s'occupe des ventes en ligne. Fait que c'est sûr que c'est un challenge parce que des fois, les ventes sont très, très, très fortes, mais les magasins ne peuvent pas attendre. Fait que c'est sûr qu'on joue beaucoup, beaucoup avec ça. Ensuite, notre équipe en marketing, création de produits, c'est la même équipe qu'on avait. Eux, ils designent tous les produits, mais les produits sont aussi bons pour la vente au détail traditionnelle que pour le online. Fait qu'il n'y a rien qui a changé. On a eu besoin d'un petit peu un coup de main au niveau administratif. Là. J'étais allé chercher de l'aide. Lorsqu'on a fait la transaction, j'étais allé chercher de l'aide au niveau administratif.
Puis là, la prochaine étape pour nous, ça va être un nouveau directeur pour couvrir tous les magasins, puis un nouveau directeur financier. Ça va être les prochaines embauches stratégiques. Mais on pense qu'on est capable de probablement ouvrir 6 magasins encore là, avec notre structure actuelle. Le but, nous, c'est d'être le plus rentable possible puis de faire une preuve de concept, puis après de soit embarquer un partenaire financier avec nous, soit un partenaire d'ouvrir l'actionnariat, comme je disais un petit peu plus tôt. Mais là, ce qu'on veut montrer, c'est vraiment une preuve de concept. Puis on veut travailler très, très fort. On ne se prend pas des gros salaires. On réinvestit toute notre cash dans l'entreprise pour grossir, puis qu'il n'y ait personne qui ait envie de faire comme nous. Là. C'est vraiment ça l'objectif. En gros, là, je pense que les banques vont venir vers vous à un certain point, là. Je ne sais pas. C'est dur à. Mmh. J'ai bien de la La difficulté. dynamique va changer. Si vous continuez à ouvrir puis à être capable de générer de la Ouais. profitabilité à un certain point, c'est simplement mathématique. Ils vont voir la preuve de Oui, concept, comme tu dis, puis ils oui, vont c'est voir ça. qu'il y a une expansion qui se pointe le bout du nez. C'est quand même intéressant. Tu mentionnais un petit peu plus tôt, je pensais être stressé avant. Maintenant, je sais ce que c'est. Il y avait Claude Marchand qui nous disait dans un podcast récemment, Claude Marchand, président de LCI Éducation, Be careful what you wish for. Parce qu'on peut vouloir et viser et avoir envie de l'hypercroissance, mais finalement, c'est peut-être pas exactement ce qu'on pensait, là. Des fois, là, je suis le bord de pleurer. Là. Des fois, je suis le bord de pleurer tout ça dans mon bureau à me dire comment on va faire. Puis des situations incroyables qui se passent. Comme là, on perd un de nos meilleurs magasins. On se fait expulser. Mais moi, j'ai payé 4 fois les profits pour ça. Là. Mais je perds un de mes meilleurs magasins là, parce que telle situation est arrivée pendant le COVID. Moi, j'ai même pas rapport là-dedans. Là. Mais là, je perds. T'sais. Fait que là, c'est pour ça qu'on est en mode, hey, il faut se dépêcher, il faut le remplacer parce que nous, tous nos paiements sont prévus. Mais là, tu sais, tu fais ça avec le vent d'en face, les taux d'intérêt élevés, personne qui veut te financer. Fait que, tu sais, juste depuis qu'on est ouvert, on est obligé de faire 2 relocalisations. Là, j'ai une fermeture dans les prochains jours. C'est tout nous qui s'occupe de ça, là, tu sais. Puis là, on a des parties de Noël de staff à travers ça. C'est incroyable. Moi, une chance que ma blonde est compréhensive, puis une chance que j'ai ma fille une semaine sur 2 parce que ça a juste comme pas de bon sens. Puis mon partner, lui, il est encore avec sa blonde, mais il vit la même affaire que moi. On ne fait que penser à ça. On est obsédé. C'est pas toujours y penser positivement. Des fois, c'est très, très, très difficile. Moi, je pense que j'ai eu des problèmes de santé mentale cet été. J'ai parlé avec des psychologues. Nous autres, on s'est fait hacker notre compte Meta. On a perdu des revenus. On y a goûté cette année là, comme c'est pas possible. Fait que c'est sûr que dire je veux de l'hypercroissance, c'est pas tranquille. Là. C'est rare que tu vas faire de l'hypercroissance puis tu dis j'ai des millions dans mon compte de banque puis ça va être chill. C'est pas ça qui se passe. Ah, Souvent, ça a un coût. Ça a un coût, ça a un coût. l'hypercroissance. Ça a un coût. Ça va manger tes profits, Ouais. manger ton argent. Non, nous autres, cette année, ça n'a pas été une bonne année côté profitabilité. Puis là, on le voit, on a tourné le coin, puis on s'en va dans la bonne direction. Tu sais. Mais ce que j'ai aimé beaucoup cette année, c'est qu'on est devenus des bien meilleurs gestionnaires. On s'est vraiment, vraiment amélioré. On fait attention encore plus à nos dépenses. On a changé notre philosophie par rapport à plein, plein de choses. Donc, je pense que pour les prochains mois, prochaine année, on est vraiment, vraiment en confiance. Les ventes sont bonnes. Mais je suis entièrement d'accord avec toi qu'il faut faire attention à ça parce que si tu n'es pas prêt, tu vas le regretter. Puis moi, je te cacherai pas qu'il y a des journées qu'on le regrettait parce que tu es comme, tu sais, moi, je me prends même pas de salaire avec l'autre compagnie. Là. C'est comme, ma vie, elle n'a pas changé au niveau financier, personnel. C'est du bénévolat que je fais carrément en ce moment parce que tout le cash, je le prends puis je le réinvestis de A à Z. J'ai jamais dit aux employés tout ça, mais c'est ça qu'on fait. On prend tout le cash puis on le réinvestit. On veut s'améliorer. On veut que les magasins soient plus intéressants. Puis, on a fait juste porter une grosse partie de la perte aussi. Là, si tu perds de l'argent, il n'y a personne qui va te faire un chèque. Il faut que tu le sortes de tes poches. Donc, cette année, ça a été ça. Ça a été une grosse année d'apprentissage. Puis, quand tu perds une année, bien souvent, ça va te prendre 2 ans à rattraper l'année que tu as perdue. Donc, il faut avoir une vision long terme. Nous autres, on est là pour le long terme. On ne s'est pas dit qu'on faisait ça juste pour 1 an ou 2. On est vraiment là pour le long terme. Mais c'est certain que c'est hyper stressant. Hyper, hyper stressant. Faut aimer jouer. Faut aimer jouer. Dis-moi, tes leçons. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des acquisitions, des ouvertures. C'est quasiment une nouvelle business maintenant, le briquet-mortier comparativement aux ventes en ligne. On a une audience d'entrepreneurs qui nous écoutent. Les leçons que tu tires de tout ça? Ben moi, ce que je me rends compte, une des grosses forces qu'on a, c'est que je me rends compte que je ne m'étais pas trompé là-dessus. Le staff qu'il y avait dans cette compagnie-là, je chantais, j'avais un bon feeling. C'est ça qui est arrivé. Les employés ont vraiment embarqué avec nous, ils croient en nous. Fait que ça, je me suis rendu compte que le staff a encore plus d'importance qu'on peut passer, surtout dans une structure comme la nôtre. Tu sais, moi, je ne parle pas à tout le monde à tous les jours, c'est impossible. J'essaie d'aller les voir une fois par mois. Fait que si tu n'as pas du bon personnel, ça s'écroule. Tu sais. Puis c'est ça que j'aimais beaucoup, mon feeling, c'est que c'était des employés qui étaient là depuis longtemps, des gens qui croient au projet, qui croyaient en nous, étaient contents qu'il y ait des nouveaux propriétaires qui arrivent, des jeunes. Moi, je les connaissais un petit peu de vue, tu sais, je les avais déjà croisés. Donc ça, c'est une leçon que j'ai appris. Le pouvoir du personnel, ça a eu vraiment beaucoup, beaucoup d'impact dans notre transaction. Donc ça, là-dessus, je ne m'étais pas trompé.
Puis nous, on est en balance de vente. C'est une grosse balance de vente. Ça, c'est quelque chose qui est assez touché parce que là, moi, je reste en contact avec le vendeur. Là, on peut se parler à toutes les semaines, puis lui, il voit nos chiffres, puis il peut avoir certaines réticences, il peut avoir encore des opinions à droite et à gauche sur certaines situations. Ça, j'ai un peu plus de difficulté avec ça parce qu'il y a le côté émotionnel qui rentre en ligne de compte. Fait que c'est sûr que pour lui, c'est très difficile parfois, puis pour nous, c'est très difficile. Fait que ça peut amener des chocs de valeur. Je suis en balance de vente. Fait que je peux pas dire Hey, t'as rien à me dire, toi, c'est à moi à business aujourd'hui. Je lui dois de l'argent. Fait que c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime avec la banque. La banque, elle m'appelle, comment ça va? Tout est sous contrôle. J'ai vu passer que tu t'étais fait hacker. Hey, c'est plate. Si jamais je peux faire quelque chose, la relation est complètement différente. Le fait qu'il y a un lien émotif, ça, on trouve ça difficile. Puis je pense que le vendeur aussi trouve ça difficile parce que, nous, on dirige complètement d'une autre façon. On s'entend. On ne vient pas de la même école pantoute. Fait que ça, c'est sûr que c'est une leçon qu'on a eue. Je ne le referais pas. Même si on n'avait pas le choix, c'est pas quelque chose que je referais parce que je m'attendais que ce soit difficile, mais quand tu le vis, là, c'est un autre paire de manches. Ça amène beaucoup, beaucoup de stress supplémentaire que je m'aurais bien passé. Mais en même temps, les banques n'embarquent pas. Fait que qu'est-ce que tu veux faire? T'sais? Ouais, t'as pas d'autre option. C'est ça. Intéressant. Ça, je te dirais, c'est une grande leçon là, que j'ai appris. Puis sinon, je pense que tout ce qu'on voyait de positif à faire la transaction, ça a été confirmé rapidement. Le fait de contrôler nos bons de commande, de parler directement avec le fournisseur. Avant, il y avait un intermédiaire. Maintenant, je parle directement. Donc là, on a les deux mains sur le volant. On est vraiment là, on contrôle nos décisions. Et bon, depuis la dernière fois, est-ce qu'il y a des nouveaux livres, des nouveaux podcasts que tu écoutes? J'écoute Hyper Croissance religieusement. C'est bon, ça. J'adore ton podcast. Est-ce que tu aimes les épisodes qu'on sort les jeudis? On n'a pas demandé à beaucoup de gens qui sont plus des discussions d'affaires. Ouais, t'écoutes un peu? J'adore. Puis, là, c'est ça, souvent, tu vas parler. Puis, j'aime beaucoup quand tu parles de la bourse aussi. Je pense qu'on a un portefeuille qui se ressemble à ce niveau-là. Fait que non, j'aime beaucoup, beaucoup, j'aime beaucoup ça quand vous parlez de plusieurs sujets différents. Mais c'est sûr que moi, le style de livre que je lis, c'est beaucoup des biographies. Fait que c'est sûr que quand tu parles avec des biographies sur des entrepreneurs, je suis en train de lire le nouveau livre d'Elon Musk. Cet été, j'ai lu Bezos. J'ai compris aussi pourquoi je faisais pas d'argent avec notre boutique Amazon FBA. Là, j'ai très bien compris que j'étais arrivé une couple d'années trop tard. Fait que c'est ça, j'ai beaucoup aimé, par exemple. C'est quand même assez incroyable comme histoire, mais non, j'aime beaucoup. Moi, c'est toujours ça. C'est des bios ou des livres sur le développement personnel, mais plus en lien avec le monde de la finance. C'est plus ça qui m'intéresse. Puis sinon, c'est ça, j'écoute beaucoup, beaucoup ton podcast. J'ai tout écouté les épisodes depuis jour 1. Puis, c'est sinon, ça va être des podcasts là, un peu similaires que je vais découvrir. J'aime un peu le true crime, des podcasts de sport, ça me fait penser à autre chose un petit peu. Là, je fais Sherbrooke-Chicoutimi régulièrement ce temps-ci, fait que j'écoute Hyper Croissance, puis après, j'écoute autre chose. Mais non, c'est vraiment le fun des podcasts, j'aime beaucoup ça. Puis tes routines, là, est-ce que ça l'a changé avec tout ce qui se déroule dans ta vie? J'ai vraiment plus de temps pour moi, là, je m'en rends compte. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que tu arrives, tu es fatigué, tu es mort. Puis, moi, je suis chanceux, là, j'ai un spa, fait que je prends un petit spa avec ma blonde, ça nous fait déconnecter. Sinon, j'essaie de me garder en shape, mais ça, c'est pas évident. Je vais avoir pris un bon 5-10 livres cette année parce que c'est ça, tout a changé un petit peu. Puis j'ai acheté la compagnie, puis je me suis cassé un pied. J'ai été 6 mois quasiment immobilisé. Puis là, c'était vraiment problématique. Tu achètes une compagnie, j'avais de la misère à me déplacer. Fait que c'est sûr, ça m'a fait prendre un petit peu de poids. Fait que là, j'étais encore en train d'essayer de reprendre mes bonnes habitudes puis de rentrer plus d'entraînement possible dans ma routine, mais ça a changé un peu ma vie. Tu sais, je ne pouvais plus jouer au hockey, je ne pouvais plus jouer au soccer. Fait que c'était un petit peu compliqué cette année-là. Fait que là, cette année, ce que j'aimerais, c'est avoir un peu plus d'équilibre dans ma vie. Mais tu sais, là, on ouvre des magasins. Fait que c'est sûr qu'ouvrir des magasins, moi, je suis toujours sur place, je suis le leader, j'aide beaucoup, beaucoup à faire les ouvertures de magasins. Fait que c'est sûr que ça amène beaucoup d'instabilité dans ma vie. Mais ce que j'aimerais, c'est avoir un peu plus d'équilibre cette année. Là, ce serait mon objectif, mais je suis certain que je vais être capable. Intéressant. Mais en tout cas, c'est très courageux. Vous avez de la suite dans les idées, de l'ambition. Bien heureux de voir que finalement, c'est ça, vous prenez ce chemin de croissance-là également avec le retail. Je pense que c'est une approche qui est très stratégique, très intéressante. Donc, si on va en savoir un petit peu plus pour vous, le site Internet, comme à l'habitude, les différentes succursales qu'il y a maintenant partout dans la province. Et dis-là peut-être un petit peu, je serais curieux de te réentendre ici, l'aide que tu as de besoin au moment où on se parle. Moi, dans le fond, on ne cherche pas d'aide précisément, mais c'est sûr que si jamais j'étais approché par une grande chaîne et qu'il y avait de l'intérêt pour développer avec nous, c'est certain que j'ouvrirais l'oreille. Moi, j'étais habitué que le financement, c'est toujours difficile, on s'entend. Là, je suis certain même dans la prestation de service, tout est complexe. Ça fait partie de la game. Moi, l'enjeu que j'ai dans mon secteur d'activité, c'est que, exemple, j'ai 2 millions d'inventaires, je dois avoir des marges de crédit là, d'autour de 50 mais ils dévalorisent toujours beaucoup, beaucoup les garanties qu'on donne. Donc, les seuls qui vont donner de l'intérêt
à nos garanties, c'est des gens qui sont capables de le vendre et qui comprennent la valeur que ça peut valoir fois 6, fois 7. Fait que pour nous, ça a une grande valeur, mais pour les institutions financières, c'est un peu plus compliqué. Fait qu'on a toujours de la misère à avoir ce qu'on devrait avoir. C'est ça dans notre secteur d'activité, puis c'est ça que je comprends au fil du temps. On n'a pas ce qu'on devrait avoir. C'est vraiment ça le principe. Fait que c'est certain que si je t'ai approché un jour par une chaîne qui avait de l'intérêt ou quelqu'un qui a de l'expérience, c'est sûr que je tendrais l'oreille là, pour discuter. Puis c'est pas mal ça. Sinon, c'est sûr que tout ce qui est institution financière, si jamais il y a quelqu'un que ça fit dans son portefeuille, ben c'est sûr qu'une entreprise comme nous, on aurait de l'intérêt à avantager notre situation là, au niveau des marges de crédit, financement, etc. Comme n'importe quelle entreprise, nous, on est rendu là dans notre cheminement. Donc, c'est certain que c'est vraiment ça. Là. On mettra tes infos dans les notes de l'épisode. Philippe Vachon, toujours un plaisir de discuter avec toi. Très impressionné de vous avoir vu grandir au cours des dernières années. J'espère que ça va influencer beaucoup de gens qui nous écoutent à continuer à chercher cette croissance-là. Mais comme on le dit, be careful what you wish for. Philippe, merci beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.